Alors, bonjour à tous et à tous, je reprends. Bienvenue sur ce second webinaire thématique sur la rénovation énergétique des PPE. Ce webinaire a été organisé par 6 communes partenaires, des communes de Carouge, Grand-Saconnet, Lancy, Meyrin, Vernier et Versoix. Les représentants de ces communes responsables de l'énergie et du développement durable sont présents dans le cadre de ce webinaire. Je vais les présenter également. Je commence par Céline Castiglione, déléguée à la transition écologique et au développement durable de la ville du Grand-Saconnet. Laetitia Maradon, chef de projet énergie et développement durable à la ville de Vernier. Luca Mercader, chargé de mission plan climat à la ville de Lancy. Nous avons également Dario Porelli, chef de projet énergie à la ville de Meyrin. Damien Régenas, délégué au développement durable à la ville de Versoix, et Julia Richet, chef de secteur énergie et durabilité à la ville de Carouge. Ce programme bénéficie également du support technique de SIG Eco21 et Claire Hanlung, ici présente, que certains connaissent, assure le suivi des post-webinaires. Cette démarche vous sera expliquée un petit peu plus tard. Donc, elle est chef de projet rénovation énergétique auprès de SIG Eco21. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je partage quelques règles de fonctionnement. Donc, tout d'abord, vous avez vu qu'autour de la table, vous avez la possibilité de choisir un fauteuil. Il n'y a que vous qui pouvez déplacer votre fauteuil. Moi, je ne pourrais pas le faire. Donc, je vous invite vraiment à laisser autour de la table une assez d'espace pour les représentants des communes partenaires ainsi que pour les intervenants. Comme ça, lorsqu'ils présenteront, je pourrai rapidement les mettre en ligne. Il y a 9 tables, donc vous avez la possibilité de vous mettre où vous le souhaitez. Si vous avez des questions, vous avez 2 possibilités pour le faire, soit de lever la main, soit d'écrire un petit message dans le live chat. Le live chat, c'est un petit encadré comme une bulle de bande dessinée qui se trouve en bas à droite de votre écran. Si vous cliquez dessus, vous pouvez écrire vos questions, vos remarques. Dernier point important, ce webinaire est enregistré en vue d'une diffusion prochaine, ou bien si vous souhaitez vous aussi le revisionner ou le partager avec vos membres de PPE ou autour de vous. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, vous pouvez couper les caméras. Je vais vous présenter le programme qui vous a été aussi communiqué par différents biais. Donc, on ouvrira cette séance de manière officielle par un mot de bienvenue. Donc, c'est Laetitia Maradon de la ville de Vernier qui représente l'ensemble des communes aujourd'hui qui fera le mot d'ouverture ainsi que la clôture. Elle présentera la démarche, elle donnera un petit peu plus de détails sur l'accompagnement qui se présentera après ces webinaires ou entre ces webinaires. Nous poursuivrons ensuite par l'intervention de Madame Camille Roll d'Habitat Durable qui présentera les clés pour se lancer dans l'aventure de la rénovation avec les petits points de vigilance, enfin les points de vigilance dont il faut tenir compte. Nous aurons l'occasion également d'écouter un retour d'expérience qui sera présenté par Monsieur Gérard Oswald, qui est lui-même membre d'une PPE. Il y aura un petit moment de questions-échanges qui sera suivi. Et là, n'hésitez vraiment pas, comme je vous l'ai dit, à écrire vos questions dans le live chat ou bien à lever la main. Et puis, comme la dernière fois, un petit sondage pour évaluer ces webinaires. Ces webinaires sont pour vous. Donc, si vous répondez à ce webinaire, c'est aussi une manière pour nous de l'adapter et de faire en sorte qu'il soit qu'il réponde au mieux à vos besoins. Je laisse la parole pour l'ouverture officielle à Laetitia Maradon, que je vais essayer de voir et de mettre sur l'écran. Laetitia, je ne vous vois pas. Elle est là. Ah. Laetitia, vous m'entendez ? Alors, nous avons un petit souci technique avec Laetitia que je n'arrive pas. Laetitia, voilà. C'est bon. Désolée de ce petit contretemps, c'est tout bon ? C'est tout bon. Parfait, voilà. Merci beaucoup Christina. C'est à mon tour du coup de vous donner la bienvenue au nom de toutes les communes partenaires de ce programme pour mettre un peu de contexte si vous n'avez pas suivi le premier webinaire du 13 mars. Donc c'est en fait un cycle de webinaires qui a été
qui est proposé par 6 communes, donc Versoix, Lancy, Meyrin, Grand Saconnet, Carouge et Vernier, qui en fait découle d'une démarche commune Rénov, qui était un accompagnement en fait aux grands propriétaires pour voilà, les accompagner dans la rénovation. Et donc on propose maintenant ces webinaires, enfin ces accompagnements à la rénovation aux copropriétaires, parce qu'on a remarqué qu'il n'y a pas vraiment de solution et d'accompagnement destiné à ce segment. Et on a aussi reçu pas mal de demandes des copropriétaires, voilà, qui demandaient en fait quelles sont les nouvelles exigences et puis comment y répondre, et puis d'avoir voilà, un peu un accompagnement neutre de la part de la commune. Pourquoi on a fait ce format en forme de webinaire à midi? C'est pour avoir justement le plus de personnes possible et de pouvoir les revisionner justement à la suite du live. La démarche aussi pour les communes, donc c'est bien sûr de réduire l'impact carbone du territoire. Et puis on sait que le bâtiment, c'est vraiment une grosse part justement des émissions de CO2. Il y a des nouvelles exigences légales qui sont mises en œuvre avec la loi sur l'énergie, avec les seuils réglementaires de dépenses de chaleur, avec les IDC notamment, qui sont pas forcément connus en fait des copropriétaires. Donc voilà, c'est pour vraiment vous accompagner dans la compréhension de ces nouvelles exigences légales, des subventions disponibles et d'augmenter voilà, la connaissance des solutions aussi proposées, que ce soit de l'optimisation ou de la rénovation. Donc le but, c'est vraiment de vous accompagner dans ces démarches, peu importe si c'est des démarches de diagnostic, d'optimisation ou une rénovation globale qui est envisagée. On a un premier webinaire qui s'est déroulé le 13 mars sur les thématiques du cadre légal, justement, avec les subventions disponibles. On a un fichier qui synthétise les subventions disponibles à l'attention des PPE et aussi les solutions, notamment SIG Eco 21, pour l'optimisation, que ce soit les chaufferies ou d'autres solutions d'accompagnement également, qu'on vous enverra en fait dans le mail de fin à la suite de ce webinaire. Et le but final, c'est justement d'être un peu une porte d'entrée aussi pour vous accompagner personnellement dans les démarches de votre PPE, d'améliorer le cadre de vie, la gouvernance très complexe justement dans ces PPE, avec une prise de décision des fois difficile à plusieurs. Et justement, à la fin, c'est de justement aussi améliorer, de garder ou améliorer la valeur de votre bien, et puis de vous aider dans ces démarches qui sont très, très complexes. Pour ce deuxième webinaire, qui est axé justement sur le guide d'habitat durable, sur la rénovation énergétique, on aura Habitat Durable qui va vous présenter ce guide, et ensuite on aura un retour d'expérience concret de Monsieur Oswald, qui est copropriétaire d'une PPE et qui a justement mis en place des actions d'optimisation avec des résultats concrets, voilà, qui vous donneront peut-être des pistes pour votre PPE. Donc je repasse la parole à Christina pour présenter du coup les intervenants de ce jour. Christina, je ne sais pas si ton micro n'est pas activé, en tout cas. Oui, c'est bien de me le dire, excusez-moi. Je reprends rapidement la présentation de Camille Roll, que j'étais en train de faire toute seule dans mon coin. Donc, je la partage cette fois-ci. Donc, Camille Roll est géographe spécialisée en écologie et passionnée par la vulgarisation scientifique. Elle crée en 2017 son bureau Comment dire, et où elle met son expertise en communication et en rédaction
autour du développement durable au service de collectivités, d'entreprises et d'étudiants, les accompagnant dans des projets en lien avec la durabilité. C'est en 2022 qu'elle rejoint l'association Habitat Durable. Cette association, elle œuvre pour sensibiliser aux enjeux de la transition écologique de l'habitat et elle propose des alternatives concrètes. C'est dans ce contexte-là qu'elle a co-rédigé aux côtés de Charles Munck ce fameux guide qui vous sera en partie présenté aujourd'hui sur le guide de la rénovation énergétique pour les PPE. Camille, je vous laisse la parole. Est-ce que Camille, vous êtes là? Aujourd'hui, nous avons des petits problèmes techniques. Elle est là. Camille, on vous entend. Voilà, vous y êtes. Bon, je crois. Alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation à venir présenter le guide lors de ce webinaire. On va présenter ce guide, vraiment sortir de 3 éléments de ce guide. Il est disponible gratuitement, donc à disposition de toute personne intéressée. Mais on va effectivement parler du contexte de ce processus qu'on a essayé de vulgariser en 4 grandes étapes pour un peu démystifier justement cette complexité de la rénovation énergétique pour les PPE particulièrement. Et puis, je vous présenterai aussi la suite du projet parce qu'on a fait ce volume 1 sur le contexte roman, mais il y a une suite qui concerne notamment le canton de Genève, donc on y reviendra rapidement. Alors, je vais essayer juste de changer la slide. Je ne vois pas le bouton. Voilà, merci, si ce n'est pas moi. Donc, nous avons sorti ce guide. Vous avez le QR code pour le télécharger. Et le but, c'était vraiment de mettre un peu tout sur la table pour avoir une vision un peu plus précise de qui est impliqué dans le processus, quelles sont les responsabilités de chacun, de présenter justement de façon simple, mais pas simpliste non plus, les étapes d'un projet pour que tout le monde puisse s'y retrouver, même si on n'a pas de compétences ou de connaissances particulières dans le domaine. Et tout ceci, in fine, pour mieux orienter les copropriétaires et éclairer sur les enjeux. C'est vrai que ça répond à l'enjeu qu'a soulevé Madame Maradan de manque de solutions, d'un accompagnement un petit peu faible, de beaucoup de demandes de la part des PPE et d'un manque d'informations vraiment ciblées et qui prennent en compte les particularités des PPE dans le processus de rénovation énergétique. Donc, on peut passer à la slide suivante, si ce n'est pas moi qui... Ou bien c'est moi, je ne sais pas. Bref, ce guide, c'est une initiative de Habitat Durable Suisse Romande. Donc, si notre association vous intéresse, je vous laisse aller voir sur le site. Mais on a une section d'une association fêtière qui mène normalement, enfin toutes les sections le font, des activités de sensibilisation et des visites toujours sur le thème de la durabilité dans l'habitat. On sait que c'est assez grand comme domaine, donc ça nous donne plein d'occasions de visites pour valoriser les bonnes pratiques. Et puis, en parallèle, c'est une spécificité pour l'instant un peu de notre section romande, c'est lorsqu'on est avec les gens qui composent le réseau de la durabilité dans l'habitat et qu'on identifie un besoin auquel on pourrait répondre en tant qu'acteur de la société civile, eh ben, on essaye de monter des projets et de lever les fonds nécessaires à leur réalisation pour répondre à ce projet de façon constructive. On peut passer à la prochaine. Merci. Donc, on est à l'initiative, en fait, non, c'est la personne qui parlera après moi qui est à l'initiative de ce groupe de travail, Gérard Oswald, mais de ce groupe de travail où on s'est dit, oups, avec le renforcement du cadre légal, la situation actuelle, il faut qu'on s'occupe des PPE parce que c'est un peu le parent pauvre en termes d'outils, de subventions, etc. Et on a initié ce projet qu'on mène pour, mais aussi avec toutes les collectivités que vous voyez à l'écran ici. Donc, il y a les communes genevoises qui sont à l'origine de ce webinaire, et on les remercie encore de leur soutien, des communes vaudoises aussi, le canton de Vaud, des services industriels et aussi beaucoup d'acteurs professionnels qui ont plutôt, eux, participé à l'élaboration de ce guide, étant donné que nous, on a posé une base
Et ensuite, on l'a challengé avec les différentes parties prenantes lors d'ateliers de travail pour qu'on puisse avoir vraiment un contenu qui est partagé par toutes les parties prenantes et du coup qui est un outil qui fédère un peu les gens autour de cette thématique et qui parle d'une seule voix en couvrant les enjeux qui ont été relevés par l'ensemble des parties prenantes. On peut passer à la prochaine. Alors là, je vais vous parler juste un tout petit peu du contexte, mais là aussi, on peut se plonger dans le guide pour en savoir un peu plus. Un point qui nous paraissait important à souligner, c'est que la rénovation énergétique, c'est pas forcément des travaux extrêmement lourds d'isolation de façade, de toiture, etc. Ça couvre de nombreux domaines, y compris, alors c'est l'acceptation hein, qu'on a dans le guide, mais y compris le diagnostic, l'évaluation des consommations, l'installation de panneaux photovoltaïques ou bien l'optimisation d'installations techniques, ça s'apparente aussi à des travaux de rénovation énergétique. Donc, il faut plutôt avoir les œillères ouvertes lorsqu'on emploie ce terme. Passer à la suite, voilà. Pourquoi rénover? Alors, on va le voir et vous le savez, dans des PPE, on ne décide pas tout seul hein, pour les parties communes. Donc, c'est important de savoir argumenter, bien argumenter pour convaincre. Et si on essaye de convaincre juste en mettant en avant les économies de kilowattheure ou les émissions de gaz à effet de serre économisées, on va louper certains copropriétaires qui ne sont pas forcément sensibilisés à la question. Il y a beaucoup d'autres plus-values dans l'acte de rénover, notamment un meilleur confort pour les habitants, aussi optimiser le rendement de l'objet. Et là, il y a beaucoup d'arguments à mettre en avant pour les personnes qui sont plutôt à convaincre, enfin qui sont plutôt convaincues par des arguments économiques. C'est un investissement, c'est pas un coût, la rénovation, et ça permet de maintenir, augmenter la valeur du bien, argument qui est plutôt bien à mettre en avant pour des gens qui ont un objet qu'ils veulent transmettre aussi aux générations futures. Ça permet aussi de diminuer les charges, de contribuer à la protection du climat. Et on pense avec Habitat Durable que c'est vraiment très important de bien expliquer ça pour avoir le plus de chances de convaincre. On peut passer à la suite. Voilà. Alors, comme a été dit en introduction, il y a eu la loi cantonale sur l'énergie qui a été révisée. Ça touche une grande partie du parc immobilier genevois. Les PPE, il faut savoir que c'est une forme relativement récente de propriété. Elle a été introduite en 65, sauf erreur, dans le Code civil. Et donc, les objets qui sont en PPE, une partie d'entre eux en tout cas, sont vieillissants et sont intégrés dans ce 60% du parc concerné. Cette loi, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2025 et comme l'a dit Madame Maradan aussi en introduction, ça change les seuils légaux qui nécessitent d'intervenir en termes de rénovation. On ne va pas aller dans les détails ici parce qu'on est en train de faire un volume expressément sur les spécificités genevoises, mais il faut savoir que cette loi sur l'énergie, elle va induire vraiment pour beaucoup de propriétés l'obligation à terme de rénover. Les PPE, c'est un type de propriété relativement répandu, hein, on le voit dans la Suisse romande là, et c'est un type de propriété qui est relativement attractif aussi, qui est en croissance. Sur le canton de Genève, on est à peu près aux alentours de 10% du parc. C'est un mode de fonctionnement extrêmement particulier en raison surtout de la façon dont se prennent les décisions. Les travaux de rénovation qui doivent être menés dans les logements, ça c'est une décision qui est propre à chaque propriétaire, mais ensuite pour les travaux qui sont dans les parties communes, en fonction de la nature des travaux qui soient qualifiés de nécessaires, utiles ou somptuaires au regard des articles du Code civil, ça change le processus de décision et surtout la majorité requise. Majorité simple pour les travaux nécessaires, majorité qualifiés, à savoir des propriétaires et des quote-parts pour des travaux jugés utiles et à l'unanimité pour des travaux somptuaires. Ici, il y a un petit flou artistique encore en termes légaux, à savoir que les travaux de rénovation, ils peuvent être qualifiés de nécessaires ou d'utiles. Ce n'est pas encore toujours très clair et c'est à voir au cas par cas. D'autres obstacles identifiés,
Effectivement, alors il y a la capacité financière, hein, ça tout le monde le sait et c'est vraiment la grosse pierre d'achoppement. Mais il y a aussi un manque de cohésion et de conviction autour de l'enjeu de la rénovation, d'où l'intérêt d'informer en amont. Aussi pour répondre à ce besoin d'information qui est défaillante et qui fait que certains copropriétaires, ne comprenant pas les enjeux, ne comprenant pas le processus, préfèrent se désengager de la démarche et rester en marge, ce qui n'est pas forcément très optimum pour un projet de rénovation réussi qui doit impliquer forcément tous les copropriétaires. Et il y a une lourdeur administrative qui est aussi là et sur laquelle il faut accompagner les PPE pour réussir à passer toutes les étapes dans le bon ordre. L'objectif du guide, le cœur du guide, c'est vraiment, comme on dit dans le titre, de démystifier ce processus. On est dans des processus techniques avec des termes un peu barbares des fois, ou en tout cas pas très compréhensibles. Là, on s'est attaché avec Habitat Durable et l'ensemble des partenaires qui ont été intégrés dans la réalisation du guide, d'avoir un vocabulaire extrêmement simple pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, les 4 étapes, c'est avant les travaux, enfin, avant toute chose, qu'est-ce qu'on fait avant les travaux, pendant les travaux, après les travaux, et le guide donne des recommandations précises pour chacune de ces phases. On le verra ensuite. Les parties prenantes, c'est aussi quelque chose qu'on décrit dans le guide en montrant les acteurs de la PPE qui soient là, qu'il y ait ou pas un projet de rénovation, et les acteurs spécifiques au projet de rénovation. Et on a mis souvent en lumière ce qu'on appelle les facilitateurs, à savoir les organes qui peuvent soit être créés comme un comité de gestion, soit être mandatés comme un assistant à maîtrise d'ouvrage ou un assistant à maîtrise d'usage, qui permettent vraiment de mettre de l'huile dans les rouages, de faciliter la transmission d'informations entre ces différentes parties prenantes et de s'assurer d'une bonne coordination finalement du projet du début à la fin en impliquant vraiment la communauté de copropriétaires. Alors maintenant, on va passer au processus et on mettra en avant justement les moments clés ou les rôles clés de ces facilitateurs en fonction de chaque phase. Donc ça, c'est la table des matières de l'ouvrage. On ne va pas la passer en revue, c'est juste pour vous dire que ce que je vais vous dire est un surcondensé de ce qu'on dit dans dans le chapitre C, se lancer dans l'aventure, où on voit il y a les 4 étapes en couleur. Et voilà, c'est ce qui suit découle de cette partie-là. Donc ça, c'est les 4 étapes principales que je vous ai présentées avant. On va commencer par, avant toute chose, on va vous montrer que pour chaque étape, là c'est une maquette de ce qu'on peut trouver dans le guide, il y a, on a essayé de ne pas faire un roman, mais vraiment un guide pratique avec une petite introduction, des recommandations générales relativement courtes. Il faudrait juste changer la page. Ouais. Et puis des encadrés aussi qui soit donnent vraiment, qui mettent en lumière la chose bonne à savoir, qui donnent un focus thématique sur un enjeu particulier ou qui donnent la parole à un de ces acteurs qui nous a accompagnés pour rédiger le guide, pour avoir des retours d'expérience et ancrer le guide dans la pratique. Donc voilà, là, on va commencer par la première étape. Avant toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'étape de repérage? Donc, c'est vraiment, on n'a encore rien entamé. On se pose la question. Au tout début, il faudrait constituer un comité de gestion. Pour nous, c'est un élément vraiment facilitateur parce que c'est un petit groupe de copropriétaires qui s'attache à autant appuyer l'administrateur dans ses tâches qu'à relayer les informations ou à faire remonter les avis des copropriétaires à l'administrateur de façon plus structurée et du coup plus efficace. Il faut s'informer aussi sur ce qui a déjà été fait. Est-ce qu'il y a un diagnostic? Quel est l'IDC, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut demander à l'administrateur. C'est lui qui est en charge notamment de collecter ces données et aussi de susciter le dialogue sur la question pour ne pas parler de la rénovation énergétique au moment où se posent des choix à faire et des discussions potentiellement crispantes, mais vraiment de peut-être faire une assemblée extraordinaire sur la question pour, comme on le disait avant, présenter les enjeux, pourquoi rénover, quels sont les avantages, etc. Et un peu déjà débroussailler
le chemin et donner une base d'information commune pour tous les copropriétaires. Ensuite, une fois qu'on sait qu'on doit faire un diagnostic, alors on peut faire un pré-audit qui nous donne vraiment grosse maille l'état du bâtiment, ou un diagnostic énergétique qui permet là d'avoir une évaluation beaucoup plus fine de l'état du bâtiment avec une note CECB. Et puis on peut faire aussi un diagnostic énergétique CECB+, qui en plus de ce diagnostic donne 3 variantes différentes de travaux qu'on peut faire. Et puis ensuite, justement, pour aller plus loin, il y aura une phase de vote. Et donc, avant cette phase de vote, vraiment bien présenter les résultats de ce diagnostic à l'Assemblée des copropriétaires et les plus-values qui pourraient découler de travaux, de la réalisation de travaux. Ici, le comité de gestion est vraiment important pour être sensible aux intérêts, aux questions des copropriétés et pouvoir y répondre lors de la présentation de ces résultats. Ensuite, on arrive à la phase avant les travaux. Donc là, on a voté le fait qu'on peut aller de l'avant et il faut planifier les choses, les financer et les voter. En termes de planification, alors oui, nous, ce qu'on recommande fortement, c'est de se faire accompagner par un AMO vraiment en amont de la démarche. C'est un coût, certes, mais c'est un coût faible par rapport à l'ensemble de l'enveloppe qui devra être dégagée. Et c'est quand même des acteurs qui sont là, comme je disais, pour fluidifier, faciliter les choses, vulgariser les informations et qui, in fine, permettent de gagner du temps et donc aussi de l'argent dans la bonne coordination du processus et être sûr qu'on fait les choses au bon moment, qu'on ne loupe pas de coche et qu'on avance de façon structurée. L'objectif aussi dans la planification, c'est pas aller bille en tête vers un des scénarios, mais c'est de prendre le temps, si on l'a, d'explorer différents types d'interventions possibles en fonction de l'état du diagnostic, de l'état du bâtiment qui aura été révélé par le diagnostic. Et c'est aussi du coup comprendre la nature des travaux qu'on va devoir faire, parce que ça, c'est clé pour les modalités de vote, comme on l'a vu avant. Et c'est justement d'expliquer vraiment extrêmement clairement à tout le monde, en fonction de la nature des travaux, quel est le processus à suivre, quelles sont les majorités requises, etc. Et ça, c'est aussi une tâche qui peut être assumée par le comité de gestion et puis être du coup un relais de l'administrateur aussi dans cette tâche de planification qui est relativement chronophage et complexe. Vous arrivez gentiment, je me permets Camille, vous arrivez gentiment au terme de votre temps. Oui. Continuez, mais essayez d'être un tout petit peu plus succincte. Merci beaucoup. D'accord. Pour le financement, là aussi, c'est important d'évaluer l'investissement nécessaire et le retour sur investissement et les autres plus-values pour convaincre et montrer justement que c'est un investissement et pas un coût. Donc voilà, ça c'est bon. Et au niveau du vote, ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement crucial parce que ça peut donner un coup d'arrêt au projet, c'est de vraiment bien préparer ces assemblées de copropriétaires ou même d'en faire des extraordinaires dédiés à la question pour avoir vraiment le temps de documenter, vulgariser les variantes et aussi d'anticiper les raisons d'opposition pour pouvoir développer des argumentaires plus ciblés. En ce sens-là, l'assistance à maîtrise d'usage ou une médiatrice comme Christina peut être vraiment d'une bonne aide. Pendant les travaux, donc là, on est vraiment le nez dedans. Pendant les travaux, il faut surtout s'assurer de la bonne représentation. On peut tourner la slide. La bonne représentation de la copropriété aux réunions de chantier pour toujours avoir le fil d'information, de recueillir les avis et les propositions des copropriétaires pour les faire remonter à qui de droit. Et là, le comité de gestion ou un AMU peut être vraiment utile. Et aussi de contrôler les travaux qu'on ne pourra pas contrôler lors de la remise du certificat de conformité. Par exemple, l'isolation, elle sera cachée dans les murs. Donc, autant contrôler vraiment que les travaux sont conformes et correspondent au devis. La fin du chantier, là, c'est vérifier vraiment avec soin la conformité des travaux et faire les démarches qui sont nécessaires si ça ne l'est pas. On le décrit dans le guide. Et c'est à ce moment-là qu'on finalise les demandes de subvention aussi et qu'on
on suggère vraiment fortement de collecter la documentation finale, de la mettre à disposition sur un serveur partagé, par exemple, de tous les copropriétaires pour que tout soit transparent et accessible à tous en tout temps. Et enfin, après les travaux, au niveau du suivi des performances, donc on peut avancer. C'est important de mettre en place les outils du monitoring pour réduire ce qu'on appelle le performance gap, l'écart entre les consommations projetées et les consommations réelles. Il faut optimiser les réglages, ça ne se fait pas en une fois, ça se fait en plusieurs coups, sur un temps moyen, histoire d'affiner les courbes, etc., et d'assurer un entretien périodique de vos installations. Et le dernier point, c'est vraiment de continuer. C'est pas parce que les travaux sont finis qu'il faut arrêter d'en parler. Il faut continuer à en parler, montrer les résultats, faire un point peut-être dédié lors des AG. Ça, c'est aussi peut-être un rôle du comité de gestion ou d'un AMU, de mettre à disposition les instructions et la documentation pour s'assurer aussi de la bonne utilisation des installations et de promouvoir les comportements éco-responsables. Donc, la suite du projet, extrêmement brièvement, je vous ai dit qu'il y a le volume 1 qui a été fait. Nous, on vient de faire l'atelier. D'ailleurs, je remercie les personnes qui sont présentes au webinaire, qui sont venues à l'atelier. Un atelier pour parler spécifiquement du cadre légal des subventions, de toutes les particularités qui sont liées au cadre cantonal posé en la matière. Et puis, on est en train d'intégrer les retours de l'atelier et on vous tiendra au courant de l'avancée de sa rédaction. On fait la même chose dans les autres cantons et on est toujours en train de rechercher des partenaires pour finaliser, clore le budget et puis permettre de faire ces volumes 2 dans les différents cantons romans. Voilà, je vous remercie de votre attention et là, il y a un QR code aussi pour savoir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait et si Habitat Durable vous semble utile, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous soutenir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui sont apparues. Ce que je vous propose, c'est d'entamer directement sur la présentation, la deuxième présentation, et de prendre le temps après ces deux présentations pour pouvoir répondre à ces questions. Je laisse la parole le temps que Monsieur Oswald se prépare à activer son micro et à mettre sa caméra en place. Je profite pour le présenter. Donc, Gérard Oswald possède une formation en électrotechnique. Il a accumulé de nombreuses années d'expérience dans la maintenance des systèmes informatiques, puis dans les réseaux de télécommunications. Il a choisi de faire une reconversion professionnelle. Il a fait un CAS en management de l'énergie. Et c'est suite à cela qu'il a continué à travailler dans un data center où il était responsable du refroidissement des bâtiments administratifs ainsi que de la gestion de l'alimentation électrique. En 1997, il devient copropriétaire et rejoint son comité de gestion. Il s'occupe du chauffage, des économies d'énergie et lorsqu'il lit le plan directeur de l'énergie qu'il lit avec grande attention, il considère que les objectifs sont ambitieux et réalistes en même temps. Donc, il identifie aussi un certain nombre d'écueils et c'est sur cette base-là qu'il a initié l'idée de rédiger ce fameux guide qui vient de vous être présenté. Monsieur Oswald, je vous laisse la parole. Est-ce que... Je vous entends. Vous m'entendez également? Très bien, je vous remercie. Normalement, vous avez la main pour pouvoir passer les slides. Oui. Merci Christina. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Isoler les bâtiments gourmands en énergie, c'est très bien. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Bien souvent, ce sont les moyens financiers qui manquent. Parfois, pour les bâtiments anciens, il y a d'autres priorités, une toiture qui fuit, des ascenseurs vieillissants, un réseau de conduites sanitaires vétustes. Et parfois, il y a aussi des questions de protection du patrimoine. Ce n'est pas une excuse pour rien faire. Dans ce genre de cas, on peut très bien optimiser les installations techniques, notamment la chaufferie, ou bien procéder à des isolations partielles, notamment dans les combles, dans les sous-sols, ou bien les caissons de store, les contre-cœurs sur les balcons. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Comment s'y prendre? Un peu comme Camille vous a expliqué. D'abord, il faut s'informer sur qu'est-ce qu'il est possible de faire sur son bâtiment. Ensuite, il faut estimer les coûts et les bénéfices. Et finalement, il faut informer les copropriétaires pour qu'ils comprennent bien la situation et qu'ils prennent les décisions en assemblée générale. Je vais brièvement vous décrire le contexte et les actions qui ont été entreprises,
Puis on passera un petit peu plus de temps sur les résultats obtenus ainsi que sur la méthode de communication avec les copropriétaires. Donc, nous sommes une résidence de 2 PPE sur des parcelles contiguës. On partage un parc, on partage la conciergerie et on gère tout cela ensemble. Chaque PPE est constitué d'un immeuble de 3 étages avec une trentaine d'appartements et correspondent à environ 2600 mètres carrés chauffés. Ces bâtiments ont été construits au milieu des années 60, donc avec les ponts thermiques de l'époque, ce qui occasionne parfois un certain inconfort thermique. En 2019, nous avons fait réaliser des certificats COCB+, qui nous indiquaient des montants entre 1,5 million et 1,8 million pour isoler les façades, faire les fenêtres. Et ça, c'est subvention déduite déjà. Donc évidemment, nos fonds de rénovation étaient fortement dépourvus pour faire face à la situation. Et en plus, à cette époque, on commençait à entendre parler d'une limite des IDC à 450 mégajoules par mètre carré. Et puis évidemment, nos IDC partaient à la dérive, comme on peut le voir sur cette slide. Donc en 2015, on n'était pas trop mal, on était vers les 520, et gentiment, ça s'est dégradé. Sur l'autre PPE, on partait d'une situation pire. Ici, on aurait pu croire, en 2017-2018, on aurait pu croire qu'il y avait quelque chose qui a été fait de bien, mais non, c'était juste une panne du compteur de gaz qui ne comptait plus tous les mètres cubes. Donc, avec ces IDC à la dérive, et en plus, nous avons eu un démarrage du chauffage très laborieux en septembre 2020, j'ai décidé, avec l'accord du comité de gestion, de reprendre un peu les choses en main. Donc, j'ai fixé une consigne à 21 degrés et j'ai ajusté les courbes de chauffe. Les courbes de chauffe, c'est ce qui permet d'avoir une température stable tout au long de l'hiver, quelle que soit la température extérieure. Et j'ai modifié également les paramètres du chauffage nocturne, puisque la nuit, on n'a pas forcément besoin d'avoir 21 degrés partout dans l'appartement. Donc, on peut faire des économies sans péjorer le confort. Donc, les courbes de chauffe adaptées et puis un chauffage nocturne approprié, ça veut dire chauffer moins, mais chauffer mieux. L'isolation des combles était une recommandation du COCB+. En fait, les combles étaient déjà isolés, mais on nous demandait le remplacement. À cette occasion, j'ai fait tous les calculs de taux de retour sur investissement. J'arrivais à environ 3,5% par an. Ce qui n'est pas terrible, ça donne un temps de retour de plus de 30 ans. Mais 3,5% par an, c'est beaucoup mieux que les intérêts bancaires qu'on recevait à l'époque, ou même les actuels. Et j'avais estimé la réduction d'IDC d'environ 40 mégajoules par mètre carré. Ces arguments ont convaincu l'Assemblée générale et on a pu procéder au remplacement de ces isolations à l'été 2021. La ventilation hydro-réglable était également une recommandation du COCB+. À cette occasion, c'est CIGECO 21 qui nous a fait tous les calculs de rentabilité et de baisse des IDC, donc un retour sur investissement en 4 ans et une baisse des IDC d'environ 65 mégajoules par mètre carré. En plus, nous avions également une baisse de la consommation électrique de la ventilation et des subventions généreuses octroyées par ECO 21. Tous ces arguments ont emporté la décision de l'Assemblée générale. On a pu procéder à l'été 2022. Voilà. Le résultat de ces 3 actions, si on repart de l'IDC 2019, on voit qu'il y a une progression quasi constante jusqu'en 2023. Il y a eu un accroc en 2022. La mise au point de la ventilation hydro-réglable n'est pas toujours très facile, mais en plus, nous avions une dégradation de la performance du brûleur. Mais ça nous a donné, ces 3 actions, une baisse de 164 mégajoules entre 2019 et 2023,
soit une réduction de 28%. Dans l'autre PPE, la situation de départ était pardon, je confonds avec autre chose. Donc, on a également une progression constante. La baisse de l'IDC était ralentie par les problèmes de mise au point de la ventilation hydro-réglable, mais le résultat obtenu est très, très positif. Maintenant, avec les IDC 2024, la moyenne sur 3 ans doit être en dessous de 450 dans les 2 copropriétés, puisqu'on est à 462 et 455 pour fin 2023. J'attends les IDC 2024, malheureusement, je ne les ai pas eu à temps. Voilà, donc pour la PPEB, également environ 160 mégajoules de réduction et également 28% de réduction. Sur un plan financier, eh ben, ces actions ne nous ont pas coûté très cher, 85 000 francs en tout, comparé au 1,5 million minimum. Et j'estime les économies sur l'énergie à 32 000 francs. Je procède d'une façon assez simple. Pour chaque année, je calcule le pourcentage de plus qu'il faudrait pour que l'IDC remonte à celui d'origine. J'applique ce pourcentage de 6% sur le montant réel que nous avons payé et j'obtiens une économie estimée d'environ 2 000 francs. Le cumul à 32 000. Donc, on aura un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans, plutôt 8 ans et demi même. Si nous n'avions pas fait tout ça, nous aurions dû isoler nos bâtiments dès 2031, d'après l'échéancier du plan directeur de l'énergie. En 2031, nous n'aurions pas eu les montants nécessaires. Le 1,5 million, on ne l'aurait pas eu, car on a d'autres travaux à faire, justement. On est face à un double défi. On doit assainir pour supprimer de la vétusté et on doit assainir énergétiquement le bâtiment pour respecter les nouvelles lois. Donc, en faisant tout ça, nous avons gagné du temps pour assainir les parties vétustes et on a aussi gagné du temps pour réalimenter le fonds de rénovation, puisqu'au lieu d'isoler en 2031 ou à partir de 2031, je pense qu'on va gagner une dizaine d'années. Voilà. Après avoir fait ces 3 actions, en 2022, la population genevoise a voté sur l'octroi à SIG d'un monopole sur les réseaux structurants. Donc, je leur ai demandé sur quel réseau on pourrait se connecter. Puis il se trouve qu'à ce moment-là, ils étaient justement dans une phase d'extension du réseau dans notre quartier, mais nous n'étions pas prévus pour. Par contre, suite à notre demande, et puis ils sont venus faire des vérifications sur place, on a pu être intégré dans le projet. C'était un gros morceau quand même, parce que se connecter à Cadium, c'était environ 100 000 francs par immeuble, par PPE. Et puis, c'est un engagement sur 30 ans. Donc, pour obtenir l'adhésion des copropriétaires, on a d'abord fait une documentation bien détaillée, vraiment un dossier avec des comparaisons sur des solutions alternatives. Ce dossier, on l'a distribué à tous les copropriétaires avant une séance d'information avec des représentants de Cadium. Donc la documentation, elle a suscité des réflexions, elle a amené des questions. Ces réflexions et ces questions ont alimenté le débat avec les représentants de Cadium. Les gens ont pu poser toutes les questions, on a obtenu toutes les réponses et puis on a pu enlever tous les doutes. Avant de passer à une AGE, on a remis à jour la documentation avec toutes les questions qui ont été posées et toutes les réponses qui ont été fournies surtout. Et on l'a redistribué à l'ensemble des copropriétaires. On a tenu notre AGE. Et là, à l'unanimité des personnes présentes et représentées dans les 2 PPE, ça a été accepté. Pour nous, c'était exceptionnel qu'on ait une fois l'unanimité dans une PPE. Donc, les travaux ont pu débuter l'année passée. On est maintenant raccordé au réseau Cadium. Le bilan de toutes ces actions par rapport au plan directeur de l'énergie, c'est qu'en plus d'avoir réduit nos frais de chauffage, les 3 premières actions nous ont mis en conformité avec l'obligation légale d'un IDC inférieur à 450 mégajoules.
On a donc déjà fait notre part pour l'atteinte d'un IDC cantonal moyen à 350 mégajoules par mètre carré à l'horizon 2030. En passant sur Cadmium, on a déjà fait notre part pour atteindre l'objectif d'une neutralité carbone à l'horizon 2050. Et on s'est déjà mis à l'abri d'une future loi qui bannira l'usage des énergies fossiles. Restera ensuite l'objectif d'une moyenne cantonale de 230 mégajoules par mètre carré à l'horizon 2050. Là, on avisera lorsque la future limite IDC sera connue au début des années 2030. On a encore quelques cartes à jouer dans notre manche, donc selon à quel niveau est abaissé l'IDC, on devra ou pas isoler nos façades. En résumé, le bilan global, c'est qu'en faisant toutes ces actions, on s'est mis en conformité avec les lois actuelles et à venir. On a réduit nos frais de chauffage parce que moins 28% sur l'IDC, c'est également moins 28% sur la facture de chauffage. On a réduit nos frais d'entretien puisqu'il n'y a plus de maintenance maintenant pour la chaudière. Il n'y a plus non plus de frais de ramonage pour la cheminée. Et puis, la facture d'électricité est allégée du fait de la ventilation hydro-réglable qui fonctionne moins souvent. Et en plus, on a pu moderniser en partie nos bâtiments et leurs installations techniques puisque nous avons une isolation des combles qui est toute neuve, au lieu d'avoir bientôt 60 ans. Nos moyens de production de chaleur sont également tout neufs, de même pour nos centrales de ventilation. Les enseignements que je retiens de toutes ces expériences, c'est que si l'argent est disponible dans le fonds de rénovation et si le projet est bien ficelé avec des informations crédibles, le projet est en principe accepté par l'Assemblée générale. On dit que l'argent est le nerf de la guerre, mais les informations, c'est ce qui va au cerveau et qui fait activer ou pas ce fameux nerf de la guerre. Ça démontre toute l'importance de bien communiquer avec l'ensemble des copropriétaires. Je le souligne, car il y a des copropriétaires qui ne viennent pas aux assemblées générales, qui habitent en Amérique du Sud ou au nord de l'Allemagne ou je ne sais où. Ces gens votent par procuration. Donc, s'ils ne comprennent pas sur quoi ils votent, s'ils ne comprennent pas bien les enjeux, pour eux c'est simple, soit ils refusent, soit ils s'abstiennent. Mais bien souvent, ce genre de projet nécessite la double majorité. Donc, s'ils s'abstiennent, ça revient égal à un refus. La documentation, elle doit rester dans un langage compréhensible par tout le monde. Traduire du langage technique en français n'est pas toujours facile. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est absolument nécessaire, car là aussi, les gens qui ne comprennent pas refuseront ou s'abstiendront. Pour les projets importants, comme c'était le cas pour Cadmium, je recommande une séance d'information. Avant la séance d'information, distribuer une documentation aussi complète que possible, la remettre à jour après la séance d'information et avant une assemblée générale qui débattra ainsi en toute connaissance de cause et pourra prendre sa décision. Tout ça augmente la confiance des propriétaires et si la confiance est là, les chances de succès le sont également. De mon point de vue, les facteurs clés de succès, c'est la confiance qui est primordiale. On l'acquiert avec des informations crédibles et en obtenant des résultats concrets. Pour nous, les résultats concrets ont été une baisse significative des IDC ainsi que de la facture des frais de chauffage. Il faut viser des objectifs réalistes et acceptables par une grande majorité des copropriétaires. Si j'avais visé une température ambiante de 19 à 20 degrés dans les appartements, comme certains le préconisent de nos jours, j'aurais une large majorité de copropriétaires contre moi. Et tout ça n'aura pas pu être fait. Le certificat CECB, c'est aussi un facteur clé de succès. Ça m'a apporté des solutions.
et ça apporte aux yeux des copropriétaires une crédibilité d'un expert indépendant. Pour nous, ça a été l'isolation des combles et la ventilation hygroréglable. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités, beaucoup d'autres solutions qui peuvent être apportées par un certificat CECB. L'équipe SIG ECO 21 a également été un facteur clé de succès. D'une part parce qu'eux aussi sont des experts indépendants. Ils nous ont fait un très très bon travail pour la ventilation hygroréglable, ils nous ont octroyé des subventions. Et pour vous, ça peut être aussi de vous aider pour l'optimisation de la chaufferie ou bien un équilibrage hydraulique ou beaucoup d'autres choses. Enfin, la parution du plan directeur de l'énergie également était importante. Moi, ça m'a fait prendre conscience de qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais ce plan directeur, ou tout au moins ses objectifs et ses échéances, il faut les communiquer aux copropriétaires pour qu'ils comprennent bien que maintenant on est dans le concret, que les choses sérieuses commencent et qu'il faut passer à l'action, sans quoi on risque d'avoir des problèmes à moyen terme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Il y a une séance de questions qui va suivre, mais si au-delà de cette séance, vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter à cette adresse email. Merci. Merci beaucoup pour ces deux présentations. Pour information, les deux présentations vont être envoyées par courriel. Donc, ce qui a été présenté là, c'est une version succincte. Il y a une version un petit peu plus longue avec plus de détails. Ça sera envoyé également par mail. Je vous propose d'ouvrir la session des questions-réponses. Un certain nombre de questions ont été posées, donc je vais les prendre les unes après les autres, en sachant qu'il y a certaines questions qui ont déjà obtenu des réponses, donc je vais plutôt aller de l'avant avec des questions un peu plus techniques. Une question, il me semble que nous devions demander les subventions avant d'effectuer les travaux. Est-ce que Claire, vous pouvez répondre à la question ? Oui, alors, je pense que c'était dans la présentation de Camille Roll, à un moment donné, il y avait j'ai l'impression qu'elle a apparu à ce moment-là, mais pour clarifier, c'est toujours mieux, évidemment, surtout, de demander avant. Au niveau des subventions OCEAN, c'est rédhibitoire, il faut que, toujours avant d'engager quoi que ce soit, commencer par demander les subventions. Au niveau d'ECO 21, les subventions, qui existent, c'est selon lesquels un peu plus flexible, mais vraiment, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, il faut toujours s'informer des subventions et faire la dépose de demande et surtout attendre l'acceptation. Merci. Alors, je rebondis avec une dernière question qui vient d'arriver, mais qui est en lien avec ce que vous venez de dire. Les SIG viennent de me répondre qu'une aide financière ou remplacement des fenêtres n'est pas possible en raison du fait qu'il s'agit d'une PPE relativement récente. Y a-t-il d'autres mesures individuelles qui seraient disponibles ? Alors oui, du coup, c'est tout à fait, par rapport aux fenêtres, donc à savoir que le programme de subvention de l'OCEAN, la plupart des subventions sont pour des bâtiments qui ont une autorisation de construire avant l'année 2000. Donc pour des bâtiments plus récents que ça, c'est vrai qu'il y a le nombre d'options est plus limité. Par contre, peut-être qu'on peut reprendre contact, Monsieur Dondero, et ça vaut pour s'il y a plusieurs questions sur des cas spécifiques, de voir comment vous pouvez aller de l'avant pour réduire au moins, comme on a vu dans le cas de la présentation de Monsieur Oswald, où finalement ils n'ont pas fait de grosses rénovations avec des gros subventionnements, mais plutôt des petites mesures qui sont proposées notamment par SIG ECO 21 pour réduire la consommation énergétique. Et du coup, oui, des mesures individuelles, j'imagine que vous voulez dire dans vos propres appartements, là, ils pensaient, non, il y aurait les visites éco-logement, comme on a vu la dernière fois, qui peuvent réduire votre facture d'électricité. Mais disons que sur la consommation énergétique du bâtiment,
je ne pense pas qu'il y ait de subventions qui existent au niveau individuel, sauf erreur. Merci. J'en profite pour rappeler que l'objectif de cette démarche, c'est d'offrir un certain nombre de webinaires, mais si vous avez, comme l'a dit Madame Anlung, des questions plus personnelles concernant votre PPE, vous pouvez écrire un mail à info@webinaire-ppe.ch et un rendez-vous ou un conseil par téléphone vous sera proposé de manière ciblée et personnalisée. Je reprends le fil des questions. Donc, une question, si un copropriétaire ne veut pas ou ne peut pas suivre financièrement, que se passe-t-il? Il vend son logement ou s'en va-t-il? Peut-être, Monsieur Oswald, est-ce que vous avez une expérience là-dedans? Est-ce que vous pourriez apporter un élément de réponse? Alors, je n'ai pas d'expérience concrète dans ce genre de situation, mais c'est quelque chose que j'ai anticipé, d'où ma démarche à l'époque de tirer la sonnette d'alarme. Le plan directeur de l'énergie prévoit que des outils financiers devront être créés ou adaptés pour tous les cas, pour tous les types de copropriété, pour tous les types de propriétaires, pardon. Donc, je m'étais dit qu'il faudrait que j'avise l'OCEN sur ce point, ce que j'ai fait. Mais pour le moment, j'ai pas de retour. Donc, dans le guide édité par Habitat Durable, il est mentionné qu'on peut éventuellement vendre en viager ou ce genre de choses. Mais effectivement, c'est un gros problème, car effectivement, les gens qui n'ont pas les moyens et à qui la banque ne veut pas prêter de l'argent pour des questions d'âge ou de moyens financiers, etc., ces gens-là, ils sont obligés de voter contre. Ils sont obligés de voter contre des travaux dont ils ne peuvent pas assumer leur part. Merci. Si je peux apporter un petit complément, c'est vrai que la principale difficulté pour une PPE, c'est qu'elle n'est pas reconnue comme une personne morale, donc elle n'a pas accès à des crédits comme pourrait l'être un autre propriétaire. Les choses bougent néanmoins dans le domaine. Il faut peut-être être attentif aux nouveaux modèles de financement qui sont proposés par certaines banques, mais dans le guide, ce qu'on a essayé de faire, c'est que de se dire, OK, si on n'a pas les fonds, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on essaye de mettre en avant les ressources de la copropriété, les ressources des copropriétaires et les autres alternatives qui peuvent être mobilisées, mais qui parfois, effectivement, ne sont pas nécessaires, ne sont pas suffisantes. Pardon. Merci beaucoup. Je pose une question, peut-être une des communes partenaires pourrait répondre à cette question. Que se passe-t-il si les objectifs prévus d'économie ne sont pas atteints? Est-ce qu'une des communes partenaires pourrait répondre à cette question? Maradan. Je me demandais juste pour bien comprendre du coup la question, les objectifs suite au CECB, les objectifs de l'IDC projeté? C'est Giuseppe, j'ai le prénom Giuseppe qui pose la question. Est-ce que Giuseppe, vous seriez d'accord de vous exprimer? Je vous donne la parole. Alors attendez, les objectifs d'économie. Il parle d'objectifs d'économie. Est-ce que je peux me permettre peut-être? Donc j'imagine que c'est les objectifs d'économie. D'accord. Il est au bureau, il ne peut pas parler. D'accord. Si c'est les objectifs d'économie d'énergie, alors ça va dépendre un petit peu si on a obtenu certaines subventions vont être versées que dès le moment où les objectifs d'économie ont été atteintes. Si après il y a des travaux qui sont faits mais qu'il n'y a pas eu de demande de subvention, là voilà, ça change rien. Et puis après il y a d'autres subventions qui sont plutôt de l'ordre où on doit démontrer qu'on a mis en place ce qu'il fallait. Puis après, si il n'y aura pas une vérification après du chiffre IDC, mais il faudra avoir mis en place tout ce qu'on avait dit qu'on allait mettre en place. Donc ça va le retour sur investissement s'allonge. Oui, alors après, effectivement, le retour sur investissement, s'il n'y a pas d'objectif d'économie, si les objectifs ne sont pas atteints, et puis ce qui peut être bien souvent le cas lors d'une grosse rénovation énergétique,
Et d'où le fait, Camirol en a parlé dans le guide, il y a les AMO Énergie qui sont des ingénieurs qui vont monitorer et s'assurer que les objectifs sont là, parce que sinon la conséquence c'est effectivement que notamment les charges ne vont pas baisser comme on s'imaginait et ça va prendre beaucoup plus de temps à avoir un retour sur investissement. Avec, voilà, on aura fait tout ça, disons, en guillemets, pas pour rien, mais avec pas ce qu'il y avait en tête. Donc d'une part, il y a certaines subventions en plus qui pourront ne pas tomber. Et en plus, bah, effectivement, c'est dommage d'investir dans tout ça sans arriver à l'objectif qu'on avait espéré. Donc, c'est important d'être suivi si on se lance dans des gros travaux sur l'aspect du monitoring après les travaux, s'assurer qu'on atteint bien les objectifs qu'on avait imaginés. Est-ce que Monsieur Oswald, vous levez la main pour pouvoir apporter un élément de réponse? Oui, si les objectifs ne sont pas atteints, il faut chercher pourquoi. Oui. Je pense à des installations techniques. Il y a souvent une pompe à chaleur, par exemple. Il y a de la mise au point à faire. Est-ce qu'elle a été faite? Est-ce qu'elle n'a pas été faite? Est-ce qu'elle a été faite correctement ou pas? Il peut aussi y avoir le comportement des habitants qui fait que si vous avez une meilleure isolation, mais que vous gardez toujours les fenêtres grandes ouvertes, ça ne sert à rien, votre isolation. Donc, il faut rechercher la cause du pourquoi. Et ça peut permettre de, par la suite, atteindre les objectifs. Si c'est des gens qui laissent la fenêtre ouverte, peut-être que là, l'usage d'une assistance à maîtrise d'usager pourra permettre de convaincre les gens de ne plus garder leurs fenêtres entrouvertes toute la journée, mais de les fermer, puis de les ouvrir 10 minutes quand c'est nécessaire. C'est juste un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais ça peut être ce genre de cas. Mise au point pas faite, optimisation pas faite, et puis évolution des comportements pas faite. Mais merci Monsieur Oswald, mais si je peux aussi compléter, donc les deux aspects que vous avez mentionnés, ça se rejoint. Et quelqu'un qui laisse les fenêtres ouvertes toute la journée, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un mauvais réglage de la chaufferie, puis finalement, s'il ouvre les fenêtres, c'est qu'il ne gagne pas vraiment, enfin, le confort reste le même chez lui, alors que si on a une chaufferie bien réglée, que quand la personne elle ouvre les fenêtres, tout d'un coup, chez lui, au bout de 15 minutes, il fait vraiment froid parce qu'il n'y avait pas une surchauffe de base, cette personne, elle ouvre aussi moins les fenêtres. Donc, il y a un peu un enchaînement de choses qui peut faire, mais ça peut aussi être pendant les travaux ou s'il y a des travaux sur l'enveloppe. On a décidé finalement de changer de matériaux en dernière minute parce que finalement ça était trop cher, etc. Puis on a oublié qu'en fait ce matériau il a été choisi à la base pour atteindre un certain objectif, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments, ça peut être assez complexe. Et puis je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé justement dans qui est responsable juridiquement, aujourd'hui, pas vraiment, un peu personne en fait, parce que justement c'est difficile, ça peut être un enchaînement de choses qui fait que l'enchaînement de choses qui fait que ces objectifs ne sont pas atteints. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place la solution rénovation avec SIG et OCEN pour pallier au fait à cette problématique de la non-atteinte des objectifs. Et donc, on a cet accompagnement d'un ingénieur thermicien qui va vraiment s'assurer tout au long des travaux et après que les objectifs sont atteints, et l'accompagnement des locataires ou des copropriétaires par un AMU, qui est la question qui a été posée, est-ce que c'était un AMU, qui va vraiment accompagner les locataires tout le long des travaux et qui peut aussi aider à apaiser cette relation. Il y a un certain nombre de questions encore à traiter. Je vais de l'avant. Est-ce que Madame Roll, vous leviez la main pour apporter un élément complémentaire à une question? Oui, toujours sur cette question-là, c'est vrai que dans le guide, si je regarde, on dit qu'il faut avoir les garanties suffisantes en cas de non-respect des niveaux de performance énergétique. Il y a d'autres choses qu'on peut avoir en plus de l'attestation de conformité. Et puis aussi faire, selon l'ampleur des travaux, toujours faire appel à un expert indépendant avant et après les travaux. Ça peut permettre aussi d'obtenir un rapport technique qui pourrait appuyer la réclamation en cas de non-conformité. Si vraiment les performances sont insuffisantes, il est recommandé à l'administrateur de consulter un juriste spécialisé pour examiner
les pistes d'action possibles. Merci. Une question qui avait été posée suite à la présentation de votre présentation, Madame Reul. Donc, vous parliez des avantages financiers à présenter aux copropriétaires. Et la personne qui pose la question dit « J'ai récemment appris que le raccordement au CAD était obligatoire en vertu de cette nouvelle loi et que les tarifs du CAD pouvaient se monter à 150% de plus monter à 150% de ceux du gaz que nous avons actuellement. Où sont les avantages mentionnés et quelle liberté de choix reste-t-il réellement aux copropriétaires ?» Alors effectivement, bon là on rentre dans les spécificités du cadre genevois. Là j'avais un propos plus global sur la Romandie, voire la Suisse en fait. Mais ça contraint la marge de manœuvre. Forcément que si on est contraint à se raccorder au CAD, ben ça réduit les possibilités. C'est un coût plus élevé. Après, il faut trouver la manière. Je ne suis pas vraiment au clair sur les possibilités qui sont offertes par le cadre genevois, mais effectivement, là, on est dans un cadre où la pilule, passez-moi l'expression, est plus difficile à passer quand on est obligé de faire quelque chose qui va coûter 1,5 fois plus cher. Alors, quand on parle du CAD, on parle du chauffage à distance. On nous fait des commentaires, on utilise beaucoup d'acronymes, et c'est vrai qu'on… Oui, pardon. Voilà, non, mais il n'y a aucun souci. On profite. Merci justement pour vos remarques. Une question pour la commune de Vernier. Donc, Madame Maradan, on habite une… Alors, mes questions disparaissent au fur et à mesure que d'autres arrivent. Je reviens. Donc, nous habitons une PPE Vernier construite en 2005, dont le dernier calcul des indices énergétiques montre que sur 3 ans, l'IDC moyen est juste au-dessus de 450 mégajoules par mètre carré par an. Une aide financière de la commune est-elle possible? Oui, j'ai activé le micro. Hein. Merci pour la question. Alors, à Vernier, il n'y a pas de subvention communale en complément des subventions du programme bâtiment cantonal. Par contre, dans votre cas, il faudrait peut-être se renseigner sur l'optimisation chaufferie qui est autofinancée, donc il n'y a pas d'investissement nécessaire. En fait, elle se finance sur les économies d'énergie du coup, qui sont engendrées via les optimisations, les réglages en chaufferie. Et il y a aussi SIG Eco 21 qui… c'est la solution SIG Eco 21. Il y en a une autre aussi qui permet de réduire l'IDC, c'est les écologements pour les PPE qui sont aussi gratuites pour les PPE. Donc, on va vous envoyer une fiche qui résume toutes les solutions disponibles pour les PPE uniquement dans la suite du webinaire dans le mail. Et puis, vous serez guidé justement sur ces solutions pour votre cas concret. Je vous garde avec moi, Madame Maradan, puisqu'une question qui concerne les communes de manière générale. Comment peut-on savoir pour une PPE s'il y a une connexion à un réseau de chauffage à distance? Oui, du coup, j'ai mis dans le chat directement le lien vers le site du canton où vous allez trouver la carte du réseau CAD. Vous pouvez taper directement votre adresse et puis vous pouvez voir si votre bâtiment se trouve dans la zone de raccordement CAD et à quelle temporalité aussi. C'est planifié sur des temporalités 2030, 2040, 2050. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, soit l'administrateur de la régie peut remplir le formulaire qui se trouve aussi sur cette page, qui est un formulaire DSIG pour une demande d'information et de coût de raccordement. Donc, soit votre administrateur, soit directement le comité de gestion ou vous-même si vous avez les infos, vous pouvez remplir le formulaire et puis les SIG vous répondent dans un délai de 30 jours. Alors, en évoquant les administrateurs ou comités de gestion, mais surtout les administrateurs, une question très générale peut-être pour Madame Reul. Donc, l'administrateur de la PPE a-t-il une responsabilité pour ce qui est d'anticiper les travaux de rénovation énergétique, d'alimenter suffisamment le fonds de rénovation, d'informer la PPE, etc. Ça questionne le rôle de l'administrateur de la PPE. Alors, idéalement, oui, bien sûr, mais on sait que dans le monde de l'administration des PPE, il y a des administrateurs hyper engagés, hyper proactifs qui vont faire tout ça d'eux-mêmes et d'autres qui sont un petit peu moins proactifs et intéressés. Et là, le fait d'avoir des copropriétaires qui viennent avec des questions, qui viennent avec des demandes précises lors des assemblées de copropriétaires permet peut-être des fois de mettre en action la chose.
Comme nous l'a dit M. Oswald lors de notre atelier de travail sur le volume 2 Genevois de vendredi passé, c'est l'administrateur finalement qui est tenu de mettre en règle la PPE par rapport au cadre légal. Donc, tous les exemples que vous venez de dire, il y a des choses qui sont effectivement en lien avec le cadre légal, et puis d'autres pas. Par exemple, la constitution même d'un fonds de rénovation n'est pas une obligation légale. Donc voilà, c'est aussi à la copropriété et à l'administrateur d'être proactif et d'anticiper autant que faire se peut et de façon sérieuse la planification financière de travaux qui vont peut-être avoir lieu dans 20, 30 ans. Mais si on ne commence pas, comme je disais dans l'atelier aussi, c'est comme le troisième pilier. Si on ne commence pas maintenant à préparer ça et à planifier comment on va financer ces travaux, ben dans 20, 30 ans, on ne sera pas vraiment armé et avec les ressources suffisantes pour y arriver. Donc oui, le rôle de l'administrateur est effectivement central pour une bonne gestion d'une PPE, que ça soit avec des travaux de rénovation ou pas. Merci beaucoup. Je vais prendre deux dernières questions, puis nous arrivons gentiment au terme de ce webinaire. Une question qui redisparaît à chaque fois. Une dernière question, qu'y a-t-il des... J'ai perdu la question. Y a-t-il des bons ou des mauvais ingénieurs CECB+? Arrivera-t-on à des résultats différents si on fait 2 CECB+, par des mandataires différents? Comment savoir dans ce cas à qui faire confiance? Madame Anne-Long, est-ce que vous avez... Oui, moi je peux tout à fait répondre. Alors oui, il y a des bons et des mauvais, tout comme il y a des bons et des mauvais médecins, des bons et des mauvais enseignants, des bons et des mauvais de tout. Et puis, voilà, c'est pas une science exacte, la rénovation énergétique. Donc forcément, si on prend deux personnes différentes, elles auront une vision différente et vont apporter des solutions probablement différentes qui vont très probablement se rejoindre, mais voilà, elles peuvent avoir des divergences d'opinion, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, il y a quand même des bureaux qui sont réputés sur la place. Il y a aussi le CECB+, il faut savoir que c'est une accréditation et que l'organe qui gère ça fait des contrôles régulièrement sur la qualité des rendus. Donc, et apparemment, à Genève, on est plutôt des bons élèves, plus que d'autres cantons. On a plutôt, voilà, il y a plus de bons que de mauvais, disons, bien plus de bons que de mauvais. Ça ne veut pas dire, voilà, peut-être que ça vous avance pas justement comme ça, parce que comment vous savez si vous tombez pas sur le seul mauvais? Ça, vous pouvez tout à fait me contacter. Nous, on peut vous donner une liste, en tout cas de partenaires avec qui nous on travaille et puis qui sont réputables. Merci. Je vais prendre une dernière question. Malheureusement, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions, mais je vous rappelle qu'il existe le mail info@webinaire@ppe.ch. Vous pouvez nous renvoyer vos questions et on prendra un petit temps de réflexion avant de vous répondre. La dernière question qui concerne un certain nombre, qui est moins spécifique et qui concerne peut-être plus de PPE. Dans l'autre cas, le raccordement au cadre coûtera 80 €. C'était pas ça la question. Si le bâtiment ne se trouve pas dans la zone cadre prévue avant 2040, mais que nous devons changer une chaudière en fin de vie, quelles sont les options possibles? Alors, je pense que je prends le lead de nouveau sur la réponse. Il y a plusieurs questions par rapport au cadre. Je vais essayer de faire une réponse qui regroupe un peu tout. Juste par rapport à notre position sur gaz mazout de manière générale, on se rend compte aujourd'hui que oui, il va y avoir des surcoûts. Par contre, il est important de savoir que tout ça, c'est pour un avenir d'une transition énergétique qui aujourd'hui, on ne peut pas nier le besoin ni l'urgence de le faire. Maintenant, ce qui est possible, c'est comment on peut compenser ça, c'est en réduisant son besoin de chauffage. Et bien souvent, pour le raccordement au cadre, il demande de réduire justement, pas toujours une rénovation, mais de s'assurer qu'on consomme le moins possible. Donc ça peut être par exemple comme les mesures de M. Oswald. Et si vous voyez déjà là une baisse de 30% de votre demande en chauffage, ça sera 30%. Enfin, c'est possible aussi de compenser d'une certaine manière à ce niveau-là. Il existe des solutions transitoires pour le CAD, pour les chaufferies qui sont en fin de vie et qui justement, quand on veut se raccorder, mais qu'on a une chaufferie qui va tenir encore 2-3 ans, mais que le CAD arrive dans 10 ans. Et si je propose des solutions
de financement transitoire. Je ne saurais pas vous donner des détails. Par contre, contactez-moi volontiers, nouveau de par le, voilà, info@webinaire. Et puis moi, je peux regarder avec mes collègues en interne qui s'occupent de ça, comment ça se passe, quelles sont les modalités. Et pareil pour le raccordement CAD coûtera 80 plus cher. Volontiers pour discuter des cas particuliers si vous avez déjà fait des calculs de raccordement CAD, et puis aussi voilà, une solution transitoire qui sont possibles. Je crois que j'ai un peu couvert l'ensemble des questions. Des questions. Et il y avait juste une question sur le triple vitrage qui est de nouveau, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais peut-être vous répondre individuellement, Juliana. Alors, Charles Moon qui lève la main, peut-être que vous vouliez rajouter un élément pour compléter. Charles, est-ce que vous m'entendez ou pas? Non, visiblement pas. Il est 13h31, nous avons dépassé d'1 minute le temps imparti pour ce webinaire. Nous avions un petit sondage, donc si vous avez encore 5 minutes à nous accorder, le temps de vous poser quelques questions et pour ensuite laisser la parole à Madame Maradan pour clore cet atelier. Je partage rapidement les questions, sachant que ces questions sont vraiment dans le but, vous pouvez cliquer sur les questions, sont vraiment pour évaluer ces webinaires et produire du contenu qui vous soit utile. Allez-y, je vous laisse répondre au sondage. Je vous remercie. Je vais laisser peu de temps pour les réponses. Dès que ça se stabilise, je cesse et je vous le partage. Merci, je le projette. Donc, on voit donc, ce qui vous a le plus, les aspects qui vous ont le plus intéressé. Merci beaucoup. J'enchaîne, je ne fais pas de commentaires, j'enchaîne avec la deuxième question qui est: est-ce que pour vous, ces sujets étaient-ils pertinents? Allez-y. Donc ça nous aide aussi à produire des contenus qui soient pertinents pour vous et utiles. Merci beaucoup pour votre participation. Ça se stabilise, j'arrête le sondage, je vous le présente. Si c'est moyennement pertinent, n'hésitez pas à nous faire des commentaires aussi via le live chat pour qu'on puisse préparer du contenu qui soit toujours plus pertinent pour vous. Et enfin, des questions pour savoir dans quelle mesure ces connaissances, ces retours d'expérience, ces présentations ont un impact d'une quelconque manière sur vos projets d'optimisation et de rénovation. Merci pour votre réactivité, c'est super. Je projette le résultat. Et enfin, je crois qu'il y a une dernière question concernant la satisfaction globale sur l'organisation et le déroulement de ce webinaire, en sachant que j'ai bien compris que la plateforme Global avait quelques limites pour certains ou quelques freins, ce que je comprends tout à fait. Magnifique, je projette le dernier résultat et j'en profite, sans faire de commentaires, de passer la parole à Madame Maradan qui va clore ce webinaire. Donc, merci aux intervenants pour les présentations. Merci Camirol, merci Gérard Oswald, merci Christina pour la modération, merci Claire Anne-Lund aussi pour cet accompagnement et puis cette coordination avec SIG Eco 21. Je vous rappelle, comme ça a été rappelé plusieurs fois, que les PPA qui sont inscrites sur les territoires des communes partenaires, Carouge, Grand, Saconnet, Lancy, Meyrin, Versoix et Vernier, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement spécialisé pour vos cas précis. Donc, s'il y a des questions qu'on n'a pas pu obtenir de réponse ou vous avez plus de demandes suite à ce webinaire, n'hésitez pas à écrire un mail. C'est Madame Mélé et Claire Anne-Lung qui traiteront les demandes et puis qui renverront justement vers les personnes, les contacts concernés. On a justement Habitat Durable donc, qui a sorti justement ce guide. Il est disponible en ligne via le QR code qui avait été présenté et qu'on vous enverra par mail aussi à tous ceux qui ont laissé une adresse.
Et il est aussi disponible dans les guichets des mairies, des communes partenaires, si vous voulez l'exemplaire papier. Vous pouvez y aller dès lundi. Vous pouvez prendre un exemplaire dans les mairies. Et pour les prochains webinaires, donc il en reste 2 pour cette année. Le prochain, il aura lieu le 2 octobre, sur l'heure de midi, comme les horaires de celui-ci, et il portera sur le thème des coûts, de la fiscalité et du financement, qui étaient des questions aussi qui avaient été, qui vous intéressent, en présence justement de la BCGE et d'un avocat fiscaliste qui seront là pour répondre à vos questions. Et on vous invitera aussi par courriel avec le programme détaillé. On vous enverra un mail d'ici le mois de septembre. Et on aura un dernier webinaire plus tard, en fin d'année, concernera la gouvernance au sein des PPE. Donc, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir posé vos questions. N'hésitez pas à prendre contact avec nous suite à la clôture de ce webinaire. Et puis, on rappelle les 3 conseils pour réussir. C'est anticiper, donc prendre le temps, comparer les solutions possibles, se faire accompagner et échanger entre PPE. Merci pour tout. Et puis, on vous souhaite une belle après-midi. Et voilà, à bientôt. Merci.